Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct depuis le Salon des maires à Paris pour notre émission Le Mid-Day. Bonjour à toutes et tous, je suis Manon Meunier, députée insoumise de Haute-Vienne. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, vous l'avez dit, députée LFI de Haute-Vienne. Alors, vous êtes rapporteur pour avis pour la Commission des affaires économiques du budget agricole, donc dans le cadre du projet de loi de finances 2026, c'est un peu long mais il faut le dire. Un peu de pédagogie, on en est où actuellement de cette phase-là, un peu cruciale cette semaine ? Alors, la partie agriculture du projet de loi de finances est passée en commission des affaires économiques. On a validé un certain nombre d'amendements. C'est passé en commission des finances et maintenant on attend que ça passe en séance. Le plus probable, c'est que ça passe soit en cette fin de semaine, soit pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on a une stratégie gouvernementale pour faire ralentir les débats et pour faire en sorte en fait qu'on n'arrive pas au bout de ce texte et qu'il puisse tout faire passer par ordonnance en utilisant la Constitution qui dit que si les parlementaires ne finissent pas tout en 70 jours, ils peuvent tout reprendre et tout faire à leur sauce. Non, mais je vais aller dans votre sens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a dit non au 49.3, mais maintenant on va fonctionner par ordonnance, quitte à avoir pas de discussion sur le budget agricole. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve confronté à un 49.3 déguisé, avec un gouvernement qui nous a dit on ne l'utilisera pas, le 49.3, c'est vrai, et en même temps qu'ils savent qu'ils peuvent utiliser des biais de la Constitution pour nous priver quand même du débat. Alors que les questions agricoles sont primordiales, qu'on l'a vu en commission, on a des débats et on a des questions à trancher pour aller chercher les budgets. Bon, les propositions du gouvernement vous ont pas plu, vous ont énervé avec moins quelques centaines de millions d'euros, mais il faut faire des économies. Ça dépend en fait, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a deux stratégies. Aujourd'hui, nous, on considère que ça fait des années, depuis 2017, que les macronistes font de trop nombreux cadeaux sur les recettes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Si vous restez au PIB, par rapport au PIB depuis 2017, les dépenses, elles sont restées stables, alors que les recettes, elles ont diminué. Ça veut dire qu'on va chercher de moins en moins d'argent du côté des taxes sur les super profits des entreprises. On a fait des cadeaux comme l'impôt sur la fortune, des choses comme ça. Ça fait perdre de l'argent à l'État et ça fait perdre de l'argent au budget. Alors que par exemple sur les questions agricoles, nous on considère que la question de la souveraineté alimentaire, elle est fondamentale et qu'elle mérite aujourd'hui qu'on mette de l'argent sur la table, par exemple pour faire face aux crises sanitaires, pour développer la filière protéines végétales pour nourrir les animaux en France et arrêter d'être dépendant des importations. Ça pose des vraies questions, ça demande à ce qu'on mette de l'argent sur la table et aujourd'hui c'est pas fait et le gouvernement nous fait un refus parce qu'on refuse d'aller chercher des recettes supplémentaires. Manon, vous allez très loin. Vous dites, dans l'état actuel des propositions, il n'y a quasiment pas d'argent pour le côté sanitaire alors qu'on a plein de maladies de zoonoses. Dans le cadre de la mission budgétaire que j'ai menée, j'ai pu interroger le ministère, à la fois les services et à la fois le cabinet. Et les deux sont très clairs, ils nous disent on n'a rien prévu pour la dermatose nodulaire contagieuse, par exemple, dans ce budget. Ils n'ont pas prévu les lignes parce que, grosso modo, c'est trop tard, ils n'ont pas pu prévoir, etc. Et ça, c'est absolument scandaleux parce qu'en réalité, ça fait quand même des années maintenant qu'on voit que les épidémies s'enchaînent. On a la grippe aviaire, on a la dermatose, on a la tuberculose qui est toujours là en fond et on sait que malheureusement, la peste porcine est aussi aux frontières, etc. Donc il faut qu'on puisse se poser de véritables questions sur ces questions sanitaires. Par exemple, la question de la souveraineté. Aujourd'hui, on a vu pour la FCO8, on a été obligé d'importer les vaccins d'Espagne. Et ça nous met en concurrence sur le marché international. C'est au plus offrant. L'Espagne va donner les vaccins en premier aux pays qui vont offrir le plus. On ne peut pas se permettre ça. Il faut qu'on réindustrialise en France, qu'on alimente la recherche, par exemple, pour pouvoir produire des vaccins en France et arrêter d'être dépendant. Sur la dermatose, c'est pareil. On a importé les vaccins d'Afrique du Sud. Ça demande à ce que l'État mette de l'argent sur la table pour qu'on puisse produire nos vaccins en France. Et puis, bien sûr, ça pose la question de l'indemnisation des éleveurs. On ne peut pas dire aujourd'hui aux éleveurs, vous allez subir tous ces abattages totaux systématiques. Et puis derrière, c'est ce qui se passe. L'État traîne à indemniser. L'État n'indemnise pas correctement. L'État ne met pas sur le terrain les équipes qu'il faut pour assumer les conséquences sanitaires de ces politiques. Moi, cet été, je suis allée en Savoie et Haute-Savoie quand la crise de la dermatose a explosé pour voir comment ça se passait. Ce qui se passait, c'est que vous aviez des animaux qui restaient sur les exploitations, qui venaient d'être abattus parce qu'ils étaient positifs. Ils y restaient plusieurs jours
parce que les équipes des DDPP, les directions départementales de la protection des populations, n'étaient pas suffisamment nombreux pour arriver. C'était des éleveurs qui parfois venaient de subir des abattages totaux, qui allaient sur le terrain pour vacciner les troupeaux des autres éleveurs parce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes dans les services de l'État. C'est des situations qui sont absolument inacceptables et ça c'est précisément parce que le gouvernement refuse de mettre suffisamment d'argent sur la table. C'est le gouvernement ou c'est l'administration qui est désorganisée? Aujourd'hui, on n'est plus capable de faire face à des urgences. C'est des questions budgétaires parce que derrière, en fait, on a des équipes d'urgence dans les DDPP. On a des équipes d'urgence au niveau national qui sont mobilisables pour aller répondre aux crises sanitaires. Et ça fait plusieurs années que le gouvernement refuse d'augmenter les effectifs de ces équipes, alors qu'on en a cruellement besoin. On a besoin justement de personnes opérationnelles sur le terrain pour répondre aux crises quand il y en a. Et puis, toutes ces questions de vaccins à développer en France, c'est aussi des questions budgétaires, c'est aussi des questions gouvernementales. Quand Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, nous dit qu'elle veut faire des assises du sanitaire, c'est très bien pour sa communication peut-être, mais maintenant il faut faire du concret. Il nous faut de l'argent pour faire avancer concrètement ces questions-là. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu en zone monde de communication. J'ai l'impression que la ministre de l'Agriculture, toute sa semaine, elle va rencontrer les personnes, elle fait des images. Vous vous dites qu'il faudrait qu'elle fasse plus de travail de dossier? C'est sûr, et puis là vous voyez en Savoie-Haute-Savoie, quand j'y suis allée cet été, une semaine après que la crise a explosé, Annie Genevard, elle n'est pas venue. Elle n'est jamais venue constater le carnage que ça représente. Mais elle y a été depuis. Elle y est allée depuis, elle est allée sur des vaccinations, mais elle n'est pas allée constater les abattages totaux sur le terrain. Elle ne savait pas justement que, c'est moi qui l'ai prévenue par téléphone, qu'il y avait des agriculteurs qui malheureusement n'avaient pas les services de la MSA pour faire le suivi psychologique alors qu'ils venaient de subir l'abattage total. Alors parlons-en des abattages. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas l'épidémie de trop qui montre que cette logique d'abattage, elle est totalement pensée uniquement pour l'export, enfin, elle est plus adaptée. Puis psychologiquement, on ne peut pas tuer des animaux et psychologiquement imposer à des éleveurs la perte de troupeaux. Alors cette logique, en fait, effectivement, moi je considère qu'elle est désuète, malheureusement parce qu'on voit que les épidémies s'accélèrent année après année et on reste dans le logiciel où les épidémies sont anecdotiques. Elles ne sont plus anecdotiques. À l'heure de l'explosion du changement climatique, de la perte de biodiversité, on voit que les épidémies sont de plus en plus nombreuses. Or, on sait effectivement, vous avez raison, la violence psychologique que représente un abattage total pour un éleveur, c'est la pire des choses qui puissent arriver, mais aussi toute la perte que ça représente par rapport à un cheptel qui est constitué depuis des années et des années, parfois des générations même, par rapport à ce que ça représente en richesse génétique pour les races, pour les filières économiques. Et toutes ces questions-là, elles sont balayées d'un revers de main pour des questions de stratégie sanitaire qu'on ne remet pas du tout en question. Alors que j'aimerais vous dire ici, par exemple sur la dermatose, qu'il y a un rapport de l'EFSA qui dit qu'à partir du moment où la vaccination est effective sur un territoire, eh bien, l'abattage total et l'abattage partiel ont la même efficacité sanitaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'acharne à continuer à faire des abattages totaux sur certains territoires alors que la vaccination est effective et que ça n'a aucune plus-value, y compris sanitaire. C'est-à-dire qu'on est effectivement enfermé dans une façon de voir les choses qui est de se dire, il faut aller pur et dur sur cette problématique d'abattage total où tout le monde doit se plier sans pouvoir la remettre en question, alors que l'Organisation mondiale de la santé animale nous dit effectivement, bien sûr qu'il faut compter les problématiques sanitaires, mais il faut aussi compter les problématiques psychologiques, les problématiques économiques. C'est pas du tout ce qu'on fait dans nos politiques aujourd'hui. Et il faut qu'on puisse justement y réfléchir et sortir de cette logique d'abattage total systématique qui est vraiment délétère. Il faut que vous alliez plus loin. Pourquoi on s'acharne ? Pourquoi ? On s'acharne, vous avez commencé un peu à le dire, c'est parce qu'aujourd'hui on est enfermé dans des logiques européennes en fait, qui disent à partir du moment où on veut exporter, il faut absolument être indemne. C'est ce qu'on a vu sur la FCO. À un moment, on a eu des interdictions d'export. Ce qu'on voit, c'est qu'au final, aujourd'hui, au niveau international, pour les échanges, on a besoin de ces échanges, malheureusement, sur un certain nombre de filières. Par exemple, c'est le cas sur les bovins et on a fini par s'arranger en bilatéral avec l'Italie pour continuer à exporter malgré ces interdictions de FCO et malgré l'Europe. Donc la réalité, c'est qu'au niveau diplomatique, on peut faire bouger la machine de l'Europe. On peut faire bouger nos logiques parce que tous les pays européens vont être concernés par ces épidémies et qu'on voit bien que cette vieille logique européenne libérale ne fonctionne plus.
Alors, si le gouvernement a voulu économiser, vous avez voulu peut-être faire des dépenses, vous allez dire non, c'est pas des dépenses, mais je vais quand même le dire, 100 millions d'euros pour l'acquisition de terres, pour faciliter l'acquisition de terres. C'est quoi le mécanisme ? Alors ça, c'est par rapport à l'accès au foncier. On considère aujourd'hui que la problématique de l'accès au foncier à l'installation, elle est primordiale. Et on considère qu'aujourd'hui, on a un outil en France qui est très intéressant, c'est la SAFER. Bon, mais malheureusement, qui fonctionne de moins en moins bien sur le territoire pour une logique... pour une raison très logique, c'est le fait qu'à la création de la SAFER, on avait des fonds publics majoritairement qui alimentaient la SAFER et qui lui permettaient de jouer son rôle, c'est-à-dire de donner la priorité aux jeunes installés. Aujourd'hui, les SAFER, elles sont financées en grande majorité par leurs propres transactions. Ce qui, donc il faut expliquer, c'est 7% à peu près donc, de chaque transaction, ou 8, je ne sais pas, qui finance la SAFER. Exactement, et qui les pousse en réalité à vendre plus cher et plus vite, plutôt que de prioriser, de pouvoir stocker et d'attendre à ce que ça puisse revenir à des jeunes agriculteurs. Donc de remettre de l'argent, des fonds publics pour pouvoir financer cet outil public de la SAFER et d'avoir des réflexions aussi sur l'aspect démocratique des SAFER pour pouvoir inclure l'ensemble des agriculteurs et qu'ils se sentent représentés. On a des questions à se poser sur ce foncier. Ces 100 millions, c'est bien, en réalité, il nous faudrait une vraie loi foncière qu'on appelle de nos voeux depuis des années auprès du gouvernement, justement pour pouvoir tout remettre sur la table, avoir une vraie traçabilité aussi sur la transmission des terres, puisqu'aujourd'hui on sait aussi qu'il y a un certain nombre de transactions de terres qui échappent à la SAFER et qui passent par malheureusement des grands groupes derrière et plus des jeunes installés. Il faut qu'on puisse remettre tout ça en question. Alors, vous avez aussi fait un budget pour l'agroécologie, la transition écologique ou agroécologique, 25 millions d'euros pour la préservation des races locales, par exemple, 100 millions d'euros pour un fonds d'égalité des genres en agriculture. Il y a un problème ? Eh bien, alors ça, c'est une anecdote assez marrante, je trouve, que je raconte souvent. C'est que vous vous souvenez du projet de loi d'orientation agricole qui était passé lorsque Marc Fesneau était ministre de l'Agriculture, il y a environ 2 ans. Voilà. Et à l'époque, nous avions de lourds débats en commission autour de la question des femmes en agriculture, puisque nous disions qu'aujourd'hui, les agricultrices nous disaient que malheureusement, elles rencontraient beaucoup de blocages à l'installation. C'est à la banque, on va vous dire, bon bah non, vous n'allez pas pouvoir porter ça toute seule, etc. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui abandonnent que d'hommes en porteurs de projets parce que justement, elles se retrouvent confrontées à des problématiques. Et puis l'autre chose, c'est aussi sur le congé maternité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agricultrices qui sont obligés de choisir entre leur activité et une activité rémunératrice ou leur projet d'avoir un enfant. Une maraîchère qui m'expliquait que le service de remplacement était tellement dysfonctionnel qu'à 8 mois de grossesse, elle ramassait ses carottes. Donc je vous laisse imaginer. Bon, toutes ces questions-là, ça montre en fait qu'on a des difficultés d'accès pour les femmes à l'agriculture. Et à l'époque, au moment du projet de loi d'orientation agricole, une certaine députée qui s'appelait Annie Genevard me disait que c'était complètement faux, qu'il n'y avait pas de problème en agriculture sur la question de l'égalité des genres. Et depuis, eh bien, les choses ont un peu changé puisque cet été, elle s'est rendue compte de la problématique, Madame Genevard, et elle a porté justement une réflexion autour de la place des femmes en agriculture. Donc ce fonds, c'est pour l'aider à mettre en application tout ce que les agricultrices lui auront fait remonter comme problème. Mais 100 millions d'euros, qu'est-ce que vous allez en faire ? Eh bien, par exemple, voilà, renforcer le service de remplacement pour qu'il soit fonctionnel et que les femmes n'aient pas à choisir entre leur projet d'enfant et continuer à avoir une activité rémunératrice. Ça peut être aussi la mise en place justement d'ateliers parce qu'on se rend compte que beaucoup, le matériel agricole est adapté à des gabarits d'hommes. On a aussi beaucoup de remontées en ce sens. Donc, comment on fait pour mettre en place des ateliers pour que les femmes puissent se former, accéder à l'utilisation de ces outils ? Toutes ces questions, elles remontent dans les régions. Souvent, c'est les agricultrices qui s'organisent entre elles. Moi, je sais que tous les syndicats, par exemple, en Haute-Vienne, ont créé un groupe femmes d'agricultrices pour parler de ces échanges-là. Il faut que l'État puisse accompagner. Bon, maintenant, on va leur dire aux agriculteurs, le Mercosur, ça va être ratifié, c'est pas la peine de dire qu'on va se battre. J'ai reçu M. Ruffin qui disait non, c'est sûr, ça va être ratifié, malheureusement. Il faut qu'on continue à se battre. On ne peut pas lâcher. Si cet accord, il passe, alors que c'est l'un de ceux qui est le plus montré du doigt par l'ensemble des classes politiques, parce que bien souvent, sur ces questions, on est seul. On voit à la France Insoumise, on est les seuls
au niveau de l'Union européenne, à nous opposer systématiquement à 100% contre tous les traités de libre-échange, notamment parce qu'ils ont des impacts inacceptables sur notre agriculture. Si le Mercosur passe, c'est la porte ouverte à tous les autres traités et ça, on ne peut pas l'accepter. Et on ne peut pas l'accepter parce que c'est 99 000 tonnes de viande bovine sur des pièces de qualité qui vont venir directement en concurrence, par exemple, avec les éleveurs bovins que j'ai chez moi en Limousin, qui effectivement ne sont pas compétitifs avec le Mercosur. Mais j'ai envie de vous dire tant mieux, parce qu'on est sur des élevages justement familiaux qui respectent des paysages et qui produisent en plus. On produit aujourd'hui en France sur la filière bovine allaitante. On a un bon taux d'auto-approvisionnement, on est à plus de 90%, ça veut dire qu'on produit quasiment autant que ce que l'on consomme. On n'a pas besoin de ce traité de libre-échange, si ce n'est pour les profits de quelques industries autres, mais pour la protection de notre agriculture et pour la souveraineté alimentaire, il faut qu'on continue à mener le combat. Mais en effet, Emmanuel Macron, on voit bien comment il vacille. Il trouve des côtés positifs maintenant. Donc, voilà, on voit bien qu'il y est favorable au fond. Il faut continuer à mettre la pression. Manon, toute dernière question, mais on marche sur la tête là. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on va peut-être ratifier le traité sur le Mercosur, on va importer, on est peut-être à la veille d'un conflit mondial, on a besoin de développer notre agriculture. Ça fait mal d'avoir faim. Et moi, je rentre d'un salon en Allemagne où il y avait des stands militaires dans un salon agricole. Enfin, aujourd'hui, on est quand même dans une réalité qui est dure. Comment expliquer qu'on va à l'inverse du bon sens ? Effectivement, on a un contexte international aujourd'hui qui est très tendu. Et on voit qu'il y a une espèce de schizophrénie de la politique française à se dire à la fois, en fait, on va continuer à développer un modèle agricole qui doit être compétitif à l'international, mais toutes ces logiques, elles rentrent en contradiction avec notre propre souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que dans le contexte international tendu, aujourd'hui, la majorité de la classe politique se dit on va quand même continuer sur ce marché libéral, on ne va pas protéger notre production et on ne va pas se poser la question de comment on nourrit la France demain. C'est précisément ce qu'on essaye de faire dans cette bataille budgétaire aujourd'hui. C'est d'arrêter ces logiques libre-échangistes qui ne fonctionnent pas pour l'agriculture. Depuis les années 70, on a vu à quoi ça a mené, juste à une énorme chute du nombre d'agriculteurs et d'agricultrices en France. Il faut qu'on arrête, qu'on rentre dans une logique protectionniste où on réfléchit enfin à comment on développe des filières pour nourrir la France, pour réussir à avoir une véritable souveraineté alimentaire. Et ça, dans un contexte international tendu, ça devrait être l'une des priorités. On est capable de mettre de l'argent sur la table en France quand il s'agit de réfléchir au budget de la défense. On est capable de mettre de l'argent pour produire des armes. La plupart des députés n'ont pas encore compris que l'alimentation et l'agriculture, c'est l'une des armes majeures dans ce contexte international tendu en réalité, et qu'il faut aussi qu'on puisse mettre de l'argent justement pour développer notre souveraineté alimentaire. Bon, maintenant je compte sur vous et les parlementaires pour adopter, on va dire, décemment ce budget d'ici la fin de semaine, puisque j'ai compris que si ce n'était pas la fin de semaine, c'était par ordonnance. Voilà. Merci beaucoup Manon. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Anthony Haddad, je suis directeur général d'Enoé. Salut Anthony. Salut Jean-Paul. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Bon, on est ici au Salon des maires. Il faut que tu m'expliques de façon très simple, très concrète, l'agrivoltaïsme. Pour un territoire, ça apporte quoi ? Alors déjà, d'un point de vue macro, ça répond à un des enjeux géopolitiques de la France, à savoir de gérer sa souveraineté énergétique et de ne pas dépendre finalement des besoins extérieurs en matière d'énergie. Deuxième apport, c'est donc auprès des administrés, ça permet un accès à l'énergie à des prix très compétitifs, à une énergie qui sera décarbonée, et donc à une énergie qui sera à des tarifs qu'on peut comparer au TRV, au tarif réglementé de vente, qui a été établi par la loi NOM en 2010. On s'était vu, tu sais, il y a un an, je pense, et ici, vous lanciez le fonds de dotation. Explique-moi un peu de quoi il s'agit. Alors le fonds de dotation, c'est tout simplement un outil qui permet de pouvoir contribuer à des retombées économiques au sein du territoire de nos projets. Donc on alloue en fait à chaque mégawatt crête permitté, autorisé, donc une somme qu'on délivre après au territoire, et à travers un comité de projet, en fait, on va permettre au territoire avec notre collaboration de sélectionner des projets vertueux qu'on va pouvoir financer grâce à ce fonds de dotation. Alors, comment sont décidés les projets qui décident que justement vous allez financer telle ou telle opération ? Alors en fait, au sein de chaque communauté de communes ou territoire sur lequel on s'implante, on va faire un comité de projet. Donc ce comité de projet, il y a des personnes du territoire et des personnes de chez Enoé. Et donc on décide de manière collective les projets qui vont être éligibles à ce fonds de dotation.
Et les projets remontent du territoire, et donc généralement, c'est donc les personnes du territoire qui nous proposent un certain nombre de projets selon un cahier des charges qu'on a préétabli ensemble. Alors, toute dernière question, on le voit dans les allées du salon, ça évolue beaucoup sur le plan de l'énergie et des territoires. Comment aujourd'hui un territoire doit repenser justement l'approvisionnement, la distribution, enfin tout le schéma énergétique? Déjà, c'est à nous, en tant que producteurs d'électricité, de repenser nos modèles. On doit beaucoup plus finalement être acteurs et se rapprocher du consommateur final, et donc aider le territoire à pouvoir aussi transformer sa méthode de consommation d'énergie. Donc ça va passer par des nouveaux modèles comme l'autoconsommation collective, avec finalement en impliquant beaucoup plus le consommateur qui va devenir un vrai acteur de cette gestion de l'énergie. Tout ça va permettre demain à mieux gérer notre énergie, à mieux l'utiliser et donc à ce qu'elle soit moins chère à l'utilisation. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Bonjour, je m'appelle Marie Pochon, je suis députée de la Drôme depuis 2022 et je siège en commission développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, je préfère le dire clairement aux téléspectateurs qui nous écoutent. L'accord du Mercosur, il va être ratifié. Ça fait 6 mois qu'on sait, et même Emmanuel Macron, maintenant, il trouve des côtés favorables. J'ai vu effectivement les revirements dans un sens comme dans l'autre du chef de l'État et de sa majorité depuis 5 ans et je crois que c'est de nature effectivement à inquiéter un certain nombre d'agriculteurs et d'agricultrices mais également d'observateurs, de personnes qui se sentent concernées par les enjeux agricoles et je voudrais dire ici que c'est une très, très grande majorité de nos concitoyens et concitoyennes. Donc oui, c'est inquiétant ces revirements. C'est inquiétant comme en 2019 Emmanuel Macron soutenait déjà l'accord Union européenne-Mercosur. Après il s'en est éloigné en voyant effectivement la très large mobilisation de toutes les organisations syndicales agricoles contre cet accord. Et effectivement, il est en train d'y revenir. Moi, je suis très inquiète. Mais on se bagarre, on est très nombreux et nombreuses à se bagarrer. Cet après-midi, mon collègue François Ruffin a déposé une proposition de résolution européenne pour demander à ce que la France saisisse la Cour européenne de justice pour dénoncer cette scission de l'accord qui permettrait finalement de s'asseoir sur la représentation nationale et la représentation européenne et donc sur la démocratie. Et je crois qu'il faut continuer de se battre avec toutes les armes que nous avons pour s'opposer à cet accord de libre-échange Union européenne-Mercosur qui effectivement va mettre en concurrence nos exploitations agricoles avec des exploitations qui n'ont rien à voir avec la ferme France et avec ce qui nous rend fiers d'une ferme familiale paysanne qui permet de vitaliser également nos territoires et qui dessine nos paysages. Peut-être juste un exemple, mais il y a une ferme au Brésil où il y a plus de 100 000 qui est étendue sur plus de 100 000 hectares. Et moi je le dis, nous ne serons jamais compétitifs avec des fermes aussi grandes, avec des fermes qui utilisent des produits qui sont dangereux pour la santé ou dangereux pour l'environnement, avec des pays qui parfois font travailler les enfants, qui ont un droit du travail qui est moins protecteur que le nôtre. Je crois que tout ça, on peut en être fier et que tout ça, ça se protège. Et donc, je continuerai de m'opposer à ces accords de libre-échange, comme mon groupe, comme la famille écologiste l'a toujours fait depuis 40 ans. Et nous resterons déterminés sur ce combat-là. Marie, on fait du bon vin dans la Drôme. Tout à fait. Comment expliquer qu'aujourd'hui, la filière viticole soit au bord de l'implosion? Alors, peut-être pas tous les vignobles au même niveau, mais il y a des suicides, il y a des gens qui sont surendettés. Enfin, comment les gouvernants, comment les parlementaires, comment toutes les instances ont fait qu'on est dans une situation catastrophique pour le vin? Alors c'est effectivement une réalité et moi je le dis d'autant plus, alors je le dis en tant qu'écologiste parce que parfois on a tendance à scinder les écologistes d'un côté, les agriculteurs de l'autre. Moi je suis fille de vigneron. Ma maman est vigneronne, mon grand-père l'était avant elle et c'est quelque chose, enfin c'est une filière que j'aime et que je souhaite défendre bien évidemment. Et effectivement la situation elle est compliquée, on l'a vu dans l'Hérault récemment, mais je crois que les vignerons qui manifestaient dans l'Hérault manifestaient finalement pour tous les vignerons de France. Face à des inquiétudes qui sont légitimes et je crois que la plus grande inquiétude qui a été soulevée lors de la mobilisation de ce week-end, c'était quand même les impacts
énorme des changements climatiques et les pertes de rendement qui étaient associées. Moi, j'ai entendu des chiffres comme moins 50% de rendement et de raisins qui pouvaient être cultivés cette année. Et ça, c'est inquiétant. Et donc, nous, on alerte depuis des années sur ces questions-là. Oui, il faut accompagner la transition agricole. Oui, il faut accompagner les vignerons, mais tout comme l'ensemble des agriculteurs, à passer à l'agroécologie, effectivement. Et ça demande des financements et des accompagnements. Ça demande également des protections, parce que tout ça coûte plus cher. Et donc, bien évidemment, qu'il faut se protéger à ce regard des importations. Et puis par ailleurs, à côté de ça, il nous faut une action résolue pour limiter et atténuer les émissions de gaz à effet de serre, parce que sinon, effectivement, dans une France à plus 4 degrés, tout comme il est dessiné dans les scénarios aujourd'hui pour 2100, on n'aura plus de vignes, mais par ailleurs, on ne pourra plus produire la moindre agriculture dans la moitié sud de la France. Et donc tout ça doit nous inquiéter. Et c'est pour ça, moi c'est mon moteur en tout cas, pour être écologiste, c'est de défendre notre agriculture, défendre notre capacité à produire aujourd'hui et demain. Alors c'est vrai qu'il y a le réchauffement climatique, mais il n'y a pas que le réchauffement climatique. Il y a la consommation, puis il y a le fait qu'on a tapé quand même sur le vin depuis des années. On l'a vécu en disant attention, il faut moins boire de vin. Enfin, il y a vraiment une pression qui est négative. Il faut, je pense que les évolutions qu'on a vues depuis 50 ans dans notre pays, parce qu'à l'époque, il y a 2 générations de ça, les élèves à l'école primaire buvaient du vin rouge à la cantine. Je crois qu'on a fait quand même des évolutions qui, je pense, sont meilleures pour la santé humaine. Et de fait, on vit plus longtemps en bonne santé. Et c'est quand même des bonnes nouvelles. Je crois que la législation sur le vin, mais comme sur la consommation d'alcool de manière générale, sont plutôt des dispositions sanitaires qui sont importantes. Et je le dis encore une fois, en tant que fille de vigneronne, je pense que c'est un savoir-faire ancestral qui fait partie de notre culture et qui fait partie de nos territoires. Pour autant, bien évidemment que ces filières-là, elles sont d'excellence aussi parce qu'elles savent protéger notre santé. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est pas tant de taper sur les législations qui protègent la santé humaine. Je crois que c'est d'assurer la... je ne sais pas si c'est du marketing, mais en termes de commercialisation du vin, je pense qu'on a un sujet autour de la capacité d'achat des consommateurs. Je crois qu'on vit une grave crise sociale aujourd'hui avec des consommateurs qui n'ont plus le pouvoir d'achat nécessaire pour effectivement se faire de bons dîners, de bons repas avec une bonne bouteille de vin, effectivement. Et tout le monde rogne de tous les côtés. Et peut-être que c'est de ce côté-là qu'on pourrait agir pour s'assurer que chacune dans notre pays puisse pouvoir avoir accès à des repas dignes de ce nom et qui peuvent être accompagnés d'une bonne bouteille de vin qui viennent de chez nous et qui ne soient pas importés des États-Unis ou de je ne sais où. Mais pourtant, on risque d'en importer. Vous savez, il y a une autre filière qui va mal, c'est l'élevage. Oui. Alors c'est dommage parce que le prix de la viande se tient bien, comme il ne s'est jamais tenu d'ailleurs jusqu'à présent. Mais par contre, plus personne ne veut être éleveur parce que là aussi, peut-être qu'il y a une désaffection aujourd'hui à force pour motiver des jeunes. Puis ça leur semble compliqué d'être éleveur aujourd'hui. Il y a les contraintes. Vous comprenez ? Moi, je le comprends. J'ai beaucoup travaillé ces 2 dernières années sur les enjeux du pastoralisme, donc de l'élevage extensif et autonome. J'ai même été co-rapporteur d'une mission d'information. On a publié et on a fait adopter notre rapport au printemps dernier. Et là, on est en train de travailler avec des collègues de Renaissance et même des Républicains. C'est pour dire. Voilà, c'est pour dire comme le sujet peut être transpartisan sur une proposition de loi sur ce sujet. Et moi, je l'ai porté ce sujet. Alors, je ne viens pas de l'élevage, moi, mais par contre, je suis élue sur une circonscription où l'élevage pastoral et notamment de brebis et de chèvres est important dans la Drôme, dans le Vercors, dans le Diois, les Baronnies. C'est des territoires d'élevage pastoral qui sont importants. Et donc, on les voit, les dynamiques effectivement de désaffection, mais comme dans toutes les fermes agricoles, globalement, on a perdu 100 000 exploitants agricoles en ces 10 dernières années. On risque, la pente continue de glisser. Je pense que c'est lié à beaucoup de choses. Je ne sais même pas si c'est lié que aux conditions de travail, mais il y a un enjeu, un sujet conditions de travail et rémunération des agriculteurs sur lequel on agit également. Je pense que c'est également lié à tout un modèle agricole qui se construit effectivement dans un système très ultralibéral finalement de compétition à outrance et qui fait que pour pouvoir survivre en agriculture aujourd'hui, c'est les uns contre les autres et c'est pas les uns avec les autres. On a perdu cet esprit de coopération agricole qui pouvait exister il y a quelques dizaines d'années. Et effectivement, pour pouvoir survivre, il faut s'agrandir, il faut faire les prix les plus bas possibles, il faut compresser les marges et il faut moins se rémunérer. Et donc forcément, c'est pas des métiers qui sont très attractifs. Et moi, je pense qu'agir sur la question du prix,
Et c'est absolument fondamental et c'est pour ça qu'en 2023, j'ai déposé et fait adopter une proposition de loi permettant la mise en place de prix rémunérateurs pour les agriculteurs qui seraient sur demande des filières. Donc ce ne serait pas obligatoire, mais c'est la possibilité pour les filières de fixer des prix qui soient rémunérateurs pour les agriculteurs. Et je pense que ça, ce serait un bon levier, notamment dans l'élevage, pour garantir le renouvellement des générations. Moi, je le vois dans la Drôme, on est sur un territoire qui est très attractif et on a quand même si on subit le contexte national, on a quand même des gens qui s'installent en agriculture, qui s'installent en élevage extensif, malgré le loup, malgré toutes les autres menaces qui peuvent peser sur l'élevage. Et je crois que c'est aussi des dynamiques territoriales qui sont importantes à favoriser. Marie, on fait aussi des céréales dans la Drôme, on en fait un peu. Il y a une filière qui va mal, c'est la filière céréalière. Bon, il y a eu des belles années, là il y a quelques années où ça se passe mal et ils ont notamment des charges très élevées. Ils sont vent debout là actuellement contre le mécanisme d'ajustement carbone donc européen qui vise justement, qui va se solder par un coût des engrais qui va être supérieur. Vous, en tant qu'écologiste, vous leur dites quoi aux agriculteurs qui ne comprennent pas pour 2026, pardon, il faut le dire début 2026, le fait que l'engrais va coûter encore plus cher? Le sujet des engrais et de notre dépendance effectivement à des engrais importés est extrêmement sensible. Il faut quand même savoir que depuis, par exemple, le début de la guerre en Ukraine, on a plus financé l'effort de guerre russe par l'achat d'engrais azotés. 7% du prix des engrais donc, qui est acheté va financer l'effort de guerre russe. Et donc on a plus financé la Russie en achetant leurs engrais que l'Ukraine. Alors, on entend beaucoup de gens qui disent « Oh là là, mais faut arrêter de donner notre argent à l'Ukraine, machin, parce qu'on est en dette. » Mais il n'empêche qu'on est en train là, de financer la Russie à plein pot. Et donc moi, ce que je défends, c'est une vision de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté agricole où on construit notre autonomie, notre capacité à ne pas être dépendant d'intrants, d'énergie, de toutes ces choses-là qu'on importe aujourd'hui, notamment de dictature ou de régimes autoritaires des quatre coins du monde, parce que c'est la situation actuelle, et qu'on puisse construire au mieux notre autonomie. C'est pour ça que je défends le pastoralisme, parce que je crois que c'est un système d'élevage qui est globalement très autonome dans son fonctionnement. Et je crois que c'est que comme ça qu'on pourra construire notre capacité à résister aux crises, qu'elles soient climatiques, mais qu'elles soient également géopolitiques, etc. Et donc, effectivement, il nous faut avoir des législations qui sont ambitieuses sur ces sujets-là. Il nous faut couper les vivres au régime de Poutine. Je crois qu'on a un enjeu qui est bien supérieur à toute autre chose que de faire cela. Et effectivement, accompagner les agriculteurs, accompagner également potentiellement des producteurs d'intrants biologiques, etc., qui peuvent exister dans notre pays pour pouvoir avoir des filières qui soient souveraines, c'est-à-dire une autonomie à minima européenne, mais sinon française, effectivement, en matière d'intrants. Alors, vous l'avez dit, vous êtes issu d'une famille de vignerons et vigneronnes. Comment expliquer qu'aujourd'hui, les écologistes, il y a une cassure, un clivage qui soit important avec une partie du monde agricole? Je ne dis pas tous les agriculteurs, effectivement, mais une partie. Comment expliquer qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas capable de pouvoir les amener avec vous alors qu'il y a une confrontation? Je pense qu'on en emmène un certain nombre avec nous. Et de fait, je crois que les sondages qui ont été faits sur la population agricole montrent que Europe Écologie Les Verts est le deuxième parti préféré des agriculteurs. Donc on n'est pas le premier, certes, mais il n'empêche qu'il y a quand même une appétence d'un très grand nombre de paysans et de paysannes pour l'écologie, et parce qu'ils s'en rendent bien compte, c'est les premières victimes, bien évidemment, des impacts des changements climatiques, mais également de la destruction des écosystèmes et de la perte de biodiversité. On nous dit que d'ici 2100, il ne pourrait plus y avoir d'insectes pollinisateurs. Je pense que ça résonne dans la tête de nombreux agriculteurs. Ça pose des questions. Et agricultrices. Ça va poser beaucoup de questions en termes de changement de modèle. Et donc, il y a eu une cassure, ça je ne la dénie pas, mais je pense que c'est aussi le fruit d'une très grande instrumentalisation politique. Moi, je voudrais rappeler que lors des grandes mobilisations agricoles de l'an dernier, je crois que c'était en janvier dernier, non, il y a 2 ans. Oui, il y en a une chaque année. Il y en a tout le temps, oui. mais de toute façon, c'est très continu. Mais effectivement, lors des grandes mobilisations agricoles, la première des revendications, c'était celle du revenu. On veut pouvoir vivre de notre travail. C'était la première des revendications qui était sur toutes les routes, sur tous les tracteurs, etc. Et vous observerez, tout observateur attentif aura vu que en 15 jours, 1 mois, la récupération de certaines organisations syndicales et de certains représentants politiques a transformé cette revendication qui était centrale, qui était pivot, que tout le monde a vu, en un truc de on veut moins de normes.
Et c'est assez étonnant, hein, comme ça s'est fait médiatiquement, politiquement, très rapidement en vérité. Mais ça s'appelle de l'instrumentalisation politique. Que de cliver, que de dire, regardez, les agriculteurs et les écologistes n'ont pas les mêmes intérêts. Moi, je suis très convaincue qu'on a exactement les mêmes intérêts. Protéger les sols, avoir des sols vivants, être en capacité de produire et d'être productif aujourd'hui, demain. Parce que là, tout le modèle que ces gens-là sont en train d'encourager en vérité, c'est que demain, on n'ait plus aucune productivité de nos sols, c'est que demain, on soit dépendant de tous les autres pays du monde pour pouvoir s'alimenter, c'est que demain, on ait des méga-fermes qui ne soient transmissibles qu'à des agro-business en vérité, parce qu'un agriculteur qui voudra s'installer n'aura aucunement les moyens de s'acheter, d'avoir accès au foncier ou d'avoir accès à une ferme pour pouvoir s'installer. Tout ce modèle-là, il est en route et il s'accélère avec les accords de libre-échange. Tout ça ne permet pas de protéger notre souveraineté et de protéger nos agriculteurs. Moi, je veux une France qui soit couverte de plein d'agriculteurs et je veux qu'on réinstalle massivement des agriculteurs. Et je crois je le fais avec beaucoup de conviction, beaucoup de détermination et je crois sincèrement que l'écologie défend les agriculteurs. Et d'ailleurs, un petit élément, mais je crois qu'on est le seul parti politique à avoir, sans rien changer à notre ligne, depuis 50 ans, toujours défendu la préservation des terres agricoles sur toute autre chose. Marie, pourquoi les écologistes ne déposent pas des lois sur la malbouffe, franchement l'ultra transformée? On le fait. Mais beaucoup plus. Tous les médecins le disent aujourd'hui, il y a un véritable problème, même pour les agriculteurs, ce serait bien. Mais on le fait. Moi, j'encourage toutes les personnes qui regardent cette émission à aller regarder les débats de la semaine passée sur le projet de loi de finances où effectivement on étudiait les taxes comportementales, c'est-à-dire sur le tabac, sur plein de choses, etc., mais également sur la malbouffe, sur les produits ultra transformés, etc. Et regardez vraiment les arguments de toute la droite, de toute l'extrême droite, qui parle d'infantilisation des consommateurs, alors même qu'il s'agit d'une politique publique, de santé publique, où effectivement la taxe peut jouer un rôle effectivement dans les comportements des gens. Quand vous offrez un produit à très bas coût, vu les problèmes de pouvoir d'achat, bien évidemment que les consommateurs vont aller acheter moins cher, potentiellement des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont traités avec des produits dangereux, qui sont par ailleurs très mauvais pour la santé, et ce qui conduit énormément effectivement à l'explosion des maladies chroniques, aux enjeux d'obésité que vous décrivez. Donc nous, les écologistes, je crois qu'on est très cohérents sur ces questions-là. C'est qu'on demande une politique alimentaire qui soit ambitieuse, qui soit portée par l'État, et ce qui permettra par ailleurs, donc ça on le porte à l'échelle nationale et on le porte également à l'échelle locale, avec l'accélération des plans alimentaires territoriaux, avec toutes ces politiques locales qui permettraient, via l'application des Galim, d'assurer un approvisionnement local et donc d'installer des agriculteurs. Tout ça se tient. Et tout ça doit aller ensemble. Et effectivement, il faut assurer que chacune puisse avoir accès à une alimentation saine et de qualité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Toute dernière question. Je vous ai interviewé dans le cadre du sommet Le Levage. L'image des parlementaires, des politiques était déjà pas top. Là, aujourd'hui, elle est encore plus catastrophique, on va dire. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous, en tant que député, ça doit vous poser un problème quand même, ça. Le fait que vous n'arrivez pas à trouver un intérêt général plutôt que de penser à 2027. Pas vous, personnellement. Oui. Je parle de façon globale. Même ma famille politique, je pense qu'on ne peut pas nous taxer d'être obsédés de 2027. Pour le coup, on essaye vraiment, je crois, de trouver des points d'accroche et d'intérêt général pour pouvoir défendre une vision du monde, effectivement. Mais c'est une réalité. Mais je le sens, l'antiparlementarisme. Et je le dis souvent, moi j'ai le sentiment, à minima depuis la dernière dissolution, de défendre plus souvent l'Assemblée nationale et le parlementarisme plutôt que mes propres opinions politiques et mes convictions. Parce que je le sens, l'antiparlementarisme. Et je pense que le Parlement est une instance fondamentale de contre-pouvoir et de représentation nationale de tous les citoyens de France. Et donc je pense que ça se protège, une institution comme celle-là. Mais tout ça m'inquiète. C'est nourri par beaucoup de discours un peu anti-État, démagogues, populistes, etc. Et donc ça m'inquiète. Les débats à l'Assemblée nationale sont compliqués. Je ne sais pas si on aboutira. Je ne sais même pas si on arrivera au vote, etc. Et donc je ne sais pas ce qu'il en adviendra. Moi, ma famille politique participe aux discussions avec le gouvernement, participe aux discussions avec les autres groupes pour essayer de trouver des points de convergence et des compromis. C'est pas facile parce qu'il faut dépasser les postures et plus on s'approche de 2027, moins c'est facile, effectivement. Moi, je vous le disais, l'exemple des taxes comportementales, c'est un petit exemple, mais il y en a chaque jour des débats comme cela, mais où les autres camps n'ont voulu faire aucun compromis.
alors même qu'on a un vrai sujet de santé publique fondamental. Et je trouve ça compliqué. Moi, j'encourage en tout cas à la transparence de nos débats à l'Assemblée nationale pour que chaque Français, chaque Française puisse comprendre ce qu'il en est, quelles sont les positions qui sont portées par les uns, par les autres. Et j'espère qu'effectivement, on pourra voir là celles et ceux qui essayent de faire des compromis, celles et ceux qui n'en font aucun. Et j'espère qu'on pourra aboutir. Mais je vois bien que la situation est compliquée dans une assemblée à 3 blocs et avec le bloc central, disons, qui refuse de faire un compromis avec un autre bloc. Or, sans compromis de 2 blocs à minima, les choses ne passent pas et elles restent fragiles. Espérons. On va rester là-dessus. Merci beaucoup, Marie Pochon. Merci beaucoup. Merci. Bertrand de Gardel, coprésident de l'association Les Agriculteurs ont du cœur. Salut Bertrand. Oui, bonjour Jean-Paul. J'aime bien finir avec toi avec du positif. Donc vous avez mené une opération avec U-Express. Explique-moi. Alors U-Express sont les magasins de proximité de la coopérative, de la grande distribution, une enseigne qui est connue et présente sur l'ensemble du périmètre français. Et nous avons monté cette opération au mois de juin déjà, avec bien sûr au niveau d'abord le lancement opérationnel national. L'opération consistait en fait de proposer à chaque client qui passait dans les magasins de donner au profit des agriculteurs un don d'environ minimum 5 €. Voilà, donc chaque client avait cette possibilité directement en caisse et les magasins, ceux qui le souhaitaient, ont abondé, c'est-à-dire ont doublé la somme qui avait été donnée par le client. Ce qui nous a permis de récupérer la somme de 4 000 € au bénéfice, bien sûr, des jeunes de l'agriculture, des agriculteurs, en lien qui va être aussi avec les jeunes qui seront présents au sommet, au salon international de l'agriculture. Parce que les Agriculteurs du Cœur, c'est une association donc, qui justement met en place des opérations toujours un peu ludiques, festives, sympas, avec un fondement de solidarité. Exactement, alors ça fait partie de nos 3 piliers. Les agriculteurs ont du cœur, c'est les jeunes de l'agriculture ont aussi du cœur, donc c'est des écoles d'ingénieurs, des BTS, c'est pour ça on fait appel aussi aux bonnes volontés. Nous recrutons de manière bénévole des personnes qui sont motivées. L'autre axe, ce sont les jardins solidaires de campagne. Donc là, pareil, je fais appel aux bonnes volontés des maires ou des personnes qui souhaiteraient prêter bénévolement 300 mètres carrés pour les cultiver au profit des personnes qui souhaitent et qui ont des besoins en termes d'alimentation. Et tout en créant des liens dans les villages, dans les villes. Alors c'est des liens, il ne faut pas oublier que l'agriculture est quand même principalement dans le milieu, la notion de terroir, de territoire est très ancrée et aussi à travers ces JACS et toutes les actions solidaires, donner une impulsion positive parce que je pense que le monde agricole en a bien besoin et de voir toutes les belles et bonnes réalisations. Et vous remettez le couvert dans le cadre du prochain Salon de l'agriculture, mais ce n'est pas une nouvelle puisque chaque année vous menez des opérations. Alors des opérations qui sont très rassurantes, très motivantes. Je vais prendre l'exemple l'an dernier ou il y a 2 ans, on avait récupéré, les jeunes de l'agriculture avaient récupéré l'équivalent de 3 millions de repas. Donc c'est des choses bien concrètes pour nourrir des personnes qui n'ont pas forcément accès à de la nourriture. Et dans l'objectif aussi d'impliquer, voilà, ça c'était avec 3 écoles. Et cette année, nous aurons la chance d'avoir 10 écoles extrêmement motivées pour récupérer des tonnages, mais pas que, c'est aussi s'impliquer, pourquoi pas dans ces jardins solidaires et dans toutes les belles actions positives. Bon, félicitations à l'association, une association que j'aime bien, tu le sais. Voilà, merci Oui, à toi Bertrand, c'est moi. Et puis surtout, merci à vous.